Rebonjour tout le monde. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Copilot, c'est que vous êtes probablement passé dans un très long tunnel. Tuc Dualgral est Solutions Engineer chez GitHub et cofondateur du Nanjug et plein d'autres choses, mais on ne fait pas toute la liste. Il va nous présenter cette nouvelle ère du développement agentique à l'aide de démos et de retours d'expérience. Merci d'accueillir Tug. Merci. Bonjour à tous. Donc, j'ai changé un petit peu le titre de la session parce qu'en fait, j'ai orienté la présentation beaucoup sur la façon dont on utilise GitHub Copilot chez GitHub, chez Microsoft, moi à titre perso, et également ce qu'on essaye de pousser chez les utilisateurs de GitHub Copilot. Et vous allez vous apercevoir aussi que tout ce que je dis est vrai pour tous les outils d'IA pour les devs qui sont assez avancés. Et donc, c'est vraiment ce côté, on a commencé il y a quelques années avec de l'autocomplete et maintenant on est à la délégation de tâches complètes. Je vais passer, hop, on passe là-dessus, on va directement foncer. Et ça fait 5 ans que je travaille chez GitHub et c'est intéressant parce que je suis rentré en février 2021 et en juin 2021, Copilot est sorti. Alors juste pour vous rappeler, ChatGPT c'est novembre 2022. Donc, on avait un outil qui existait déjà pour l'IA avant. Et ce qui est amusant, moi, je l'ai découvert en septembre 2021 et je suis tout de suite tombé amoureux du truc. Je me suis dit, ça va m'aider. Même si j'avais un passif Java et j'étais tout le temps dans IntelliJ, la complétion que j'avais dans VS Code venait vraiment enrichir ce que je faisais. Donc, je ne compilais pas dans VS Code, mais j'éditais mon code dans VS Code grâce à Copilot. Et petit à petit, ça a beaucoup évolué, la conversation. Et 2025-2026, c'est vraiment deux gros changements qui ont complètement changé la puissance de l'outil. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas un discours que j'ai il y a quelques mois, et notamment à cause de deux choses, le context engineering et le fait que maintenant on est capable, grâce au context engineering et les LLM qui ont vraiment progressé, et tout ce qu'on fait autour du harness Copilot et ses concurrents, de déléguer complètement des tâches. Donc si vous me parlez de complétion, on arrête la discussion et on parle directement sur autre chose. Moi, je n'utilise quasiment plus mon IDE quand je code. Et quand je dis moi, c'est les gens de GitHub n'utilisent quasiment plus, notamment sur du greenfield, notamment sur des projets. Et comment ça fonctionne? C'est que quand vous êtes dans Copilot, vous avez plein de façons de travailler. On a tous commencé par l'IDE, où on se concentrait vraiment beaucoup sur le code. Et on rajoutait de l'IA dessus. Mais maintenant, on est passé vraiment à une approche différente où on va décrire la tâche et on va laisser travailler. Donc, vous pouvez toujours le faire dans l'IDE. Vous pouvez le faire dans le terminal. Moi, je suis passé vraiment au terminal en novembre l'année dernière. Et de novembre jusqu'à il y a quelques mois, on va dire 2-3 mois, j'étais vraiment principalement dans la ligne de commande. Et j'utilisais un tout petit peu l'IDE quand j'avais besoin d'aller modifier des fichiers. Et d'ailleurs, les fichiers que je modifie ne sont pas le code, sont plutôt la description des agents, des skills et tout ça. Donc on ne va pas rentrer nécessairement dans le détail des primitives autour de l'IA, mais c'est les fichiers qui disent à l'agent comment travailler. Il y a également tout ce qui va se passer sur le cloud. On va déléguer. On verra en fonction du temps combien de temps je passerai dessus. Mais ça et l'IDE, vous n'avez pas besoin d'avoir votre source code dans GitHub. Peu importe où est votre source code, ça va fonctionner. Pour pouvoir déléguer sur le cloud, il faut que votre code soit sur GitHub. Et pourquoi je disais qu'il y a quelques mois, j'ai changé ma façon de travailler, c'est qu'on a créé une nouvelle application desktop, donc une application native sur votre machine qui va me permettre d'orchestrer tout ce que je fais sur l'IA, sur le cloud, en local, travailler sur plein de projets en même temps, puisqu'en fait, notre rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de déployer, de créer des nouvelles applications, des nouvelles features, débugger, déployer, tout ce que vous faites au quotidien, en déléguant aux agents, les laisser bosser. Quand on fait bosser les agents, on ne va pas rester comme ça à attendre. Vous pouvez faire plein d'autres choses, prendre un café si vous voulez, mais surtout, c'est donner une autre tâche. Et donc ça sert à paralléliser, en tout cas mieux paralléliser. Et comment c'est utilisé sur GitHub Copilot? La CLI de GitHub, en fait, l'équipe de la ligne de commande de Copilot, elle a été créée en septembre 2025, donc il y a quelques mois. Et depuis, à 10 ingénieurs, ils mergent, ça veut dire écrire le code, revoir le code, passer la sécurité, passer les tests. Ils font 500 pull requests mergés par semaine à 10 développeurs.
Quand vous avez ce chiffre, on sait qu'on ne regarde plus le code, en tout cas plus ligne par ligne. On sait que la revue de code doit être automatisée, la release doit être automatisée. Tous les nouveaux projets que vous allez voir dans les boîtes qui font énormément d'IA sont créés comme ça. Qui fait du copilote? Donc pour ceux qui font du copilote, quand vous travaillez dans les nouvelles extensions VS Code, dans la CLI sur l'application desktop, c'est comme ça. Qui fait du Cloud Code ou du Codex? Ben, en fait, c'est développé comme ça aussi. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, ce sont des applications critiques pour les éditeurs. Chez GitHub aujourd'hui, l'application copilote, que ce soit la ligne de commande, l'application desktop, c'est une application qui est ultra critique, qui est développée avec des ingénieurs seniors qui ne touchent plus au code. Donc si nous, on y arrive, il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas comme ça dans vos projets également. Sur le code legacy, ce que je vais appeler le code legacy de GitHub, c'est le code de GitHub, hein, c'est ce que vous avez quand vous faites sur github.com. On appelle ça chez GitHub, on dit GitHub GitHub. Pourquoi? Parce que c'est github.com/GitHub, l'organisation GitHub, /GitHub, le repo GitHub. Tous les employés, pour l'anecdote, tous les employés de GitHub ont accès au source code de GitHub, aux sources de copilote. Moi, je peux faire une pull request sur GitHub. Je ne le fais pas, mais un sales, un commercial, le marketing peut faire une pull request sur GitHub, sur Copilot, etc. Et d'ailleurs, on nous incite à utiliser l'IA et à faire des propositions. Alors, pas nécessairement sur le cœur qui est en Ruby on Rails, etc. Mais là, ce que je voulais vous montrer, ce sont les committers sur les 30 derniers jours. Je parle bien de committers, je ne parle pas de pull request ici. Alors, les agents committent plus qu'un humain pour regarder les checkpoints. Mais vous voyez que sur le top 10 ou 20, ça, c'est la ligne de commande, c'est les commits qui sont faits par la ligne de commande Copilot. La plupart des outils, des développeurs de GitHub aujourd'hui sont dans la ligne de commande. Ça, c'est l'agent sur le cloud. C'est-à-dire que nos devs, quand ils travaillent, quand ils ont une feature, ils prennent une issue ou une fonctionnalité, ils créent l'issue dans GitHub, ils font « hop, tu bosses ». L'agent va bosser sur le cloud, il va démarrer, ça marche dans les GitHub Actions, ça va démarrer une instance de Copilot Cloud Agent, ça va créer la branche, la PR, ça va bosser. Et après, ce qui se passe, c'est qu'il y a la revue. Ça, c'est les commits qui sont faits dans la revue. Ça, c'est juste pour vous montrer que même sur notre code base historique qui date de 2008, qui est un monolithe avec du Ruby on Rails, du React, de l'Elastic, du Redis, tout ce que vous pouvez imaginer qu'il y a derrière GitHub, c'est utilisé comme ça. Alors je mélange des slides de différents types. Ça, je suis dans la CLI de GitHub, je suis dans le GitHub Copilot, et j'ai demandé à GitHub, parce qu'en fait, chez GitHub, on utilise GitHub Copilot pour tout faire. Quand je dis pour tout faire, c'est quand je fais mon rapport hebdomadaire pour mon manager, je le fais dans GitHub. Copilot me dit, il va aller voir mon agenda, mes notes, et il va faire le résumé. Alors ces slides-là n'ont pas été faits par Copilot. Si vous étiez à Devox, quand j'ai fait ma présentation sur les skills, toutes les slides avaient été faits par la CLI de GitHub. Philippe, tu parlais des slides faits par l'IA, bah, typiquement c'était un bon exemple. Hein. Et le prompt que j'ai demandé ici, c'est Copilot, est-ce que tu peux aller voir dans le repo GitHub CLI, Copilot CLI, et me donner toutes les releases depuis le début, le nombre de releases par mois, le nombre de releases par jour en moyenne, etc. Bah, vous voyez. En gros, hein, le truc qui est important, c'est qu'on a plus d'une release par jour. Donc en fait, même si l'IA fait un bug, bah, c'est pas grave. Ça va être livré tout de suite après. Moi, il y a au début de l'année, j'avais logué j'avais pas logué sur un issue, mais j'avais fait un commentaire sur notre Slack interne sur cette partie-là. Il y a un truc qui marche bizarre. Le lendemain, c'était fixé. Parce qu'en fait, ça va très très vite. Et je vais vous montrer comment on bosse là-dessus. Alors, quand vous faites de l'IA avec Copilot, avec les autres agents, pour que ça marche, il faut que votre contexte, votre prompt, l'information que vous donnez à vos agents, mais le modèle également, mais surtout, le flow que vous devez avoir, c'est dès que vous avez une tâche compliquée, toujours, commencez par le plan. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une tâche compliquée, vous commencez par le plan. Comme ça, vous commencez d'abord par faire un plan.
Vous allez voir ce que c'est, vous allez vous apercevoir qu'en fait, il n'est pas nécessairement super détaillé. S'il n'a pas besoin d'être super détaillé, ça veut dire qu'il n'est pas compliqué, et là, vous allez pouvoir prompter directement. Qui utilise le mode plan dans les outils là? Ah, c'est top. Ceux qui ne le font pas, il faut vraiment apprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le résultat du plan, c'est un Markdown file qui est entre guillemets le prompt idéal pour la tâche que vous allez demander en implémentation, en debug, en déploiement sur du cloud, etc. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez le modifier, le revoir. Et ensuite, ce qui est important, c'est que dans ce plan-là, je vais essayer de vous montrer quand on va en faire un ensemble, il va avoir des références, si c'est une modification du code existant, il va dire tu vas dans tel fichier, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça. Donc vous pouvez voir, en fait, ça va être ce que vous auriez fait probablement si vous aviez programmé à la main. Mais quand vous allez l'exécuter, le plan, donc ça peut coûter beaucoup de crédits ou beaucoup de tokens. Mais une fois que vous allez exécuter, l'agent il va savoir exactement quel fichier il faut modifier. Donc il va être super efficace en termes de gestion des tokens, gestion des crédits. Donc il vaut mieux faire un bon plan, une revue, modifier le plan et implémenter, que j'implémente, oh ça ne marche pas, j'implémente, vous allez faire des allers-retours et ça va vous coûter beaucoup plus cher en token ou en crédit. Et j'ai mis en option, vous voyez, j'ai mis en 0. Vous pouvez utiliser Copilot, votre agent, pour regarder la codebase, comprendre. Moi, il y a beaucoup de code que je ne comprends plus dans ce que j'écris. Alors, ce que j'écris, c'est un bien gros mot. Mais justement, quand on va coder très très vite comme ça, comment on fait la revue de code? Si vous avez plusieurs agents qui travaillent en parallèle et que vous avez 10 développeurs qui font plein de pull requests, comment vous faites la revue? Vous ne la faites pas à la main, ce n'est pas possible. Vous allez vous concentrer sur certaines parties du code pour le revoir à la main. Donc vous demandez à l'agent de le faire. Et bien sûr, vous prenez un profil différent, vous prenez un agent différent. Et là, ce que je lui ai demandé, si j'ai une pull request qui est très compliquée, je suis désolé, c'est noir, on ne voit pas très bien. Mais là, ce que je lui ai demandé, alors, le prompt, il est là, il avait déjà été exécuté, je l'ai juste réaffiché. J'ai fait fleet, ça veut dire pour dire à Copilot, tu travailles en parallèle sur plusieurs agents. Est-ce que tu peux prendre la pull request 344, tu prends Sonnet et tu prends GPT 5.4 et tu fais ta revue pour la sécurité et la qualité. Donc là, il ne va pas modifier de code. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 2 agents qui tournent en parallèle, qui sont spécialisés dans la revue. Et donc là, vous pouvez rajouter des agents qui vont vraiment se baser sur ce que vous voulez faire dans la revue de code. Et à la fin, il va y avoir un consensus. En fait, il va dire, Claude a trouvé ça, GPT a trouvé ça, est-ce que tu es d'accord, est-ce qu'il faut fixer cette partie-là? Quand vous avez des gros pull requests avec du code qui est compliqué à revoir, c'est ce que vous faites. Et vous allez pouvoir optimiser en fait la revue. Et là, on peut la faire la même chose dans l'application. Je vais vous le montrer. En fait, on va partir dans la démo après. Sur cette partie-là, en fait, pour pouvoir avoir Copilot et les IA qui fonctionnent comme vous voudriez qu'ils fonctionnent, comme ça écrit le code comme vous voulez que le code soit écrit, il y a une grosse boîte à outils que vous allez pouvoir modifier. Ça, ce sont les primitives que vous allez utiliser, donc les agents.md ou les instructions, les skills pour enrichir, les custom agents pour vraiment dire je suis un spécialiste de la revue, de la QA, du métier de l'assurance, du métier de ce que vous voulez, de l'assistance. Vous définissez les profils particuliers et des hooks pour automatiser certaines tâches. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, c'est plutôt dans les discussions qu'on pourrait avoir après. Mais si Copilot ou l'autre agent IA que vous utilisez ne fait pas ce que vous voulez, c'est que votre prompt n'est pas bon et que vous n'avez pas assez d'informations là. Il faut juste après se dire, est-ce que mon boulot, c'est de continuer de le dire, je ne vais pas le faire à la main, et je vais le faire à la main plutôt qu'avec l'IA, ou plutôt je vais modifier cette partie-là. Je travaille avec une banque actuellement où en fait ils font du database first. Leur choix, c'est d'avoir SQL en premier avant les entités. C'est un système qui fait du C#. Ils prennent leur spec. Depuis leur spec, ils créent les fichiers SQL. Depuis les fichiers SQL, ils créent les entités Entity Framework en C#. Et quand ça a créé le script, ça n'a pas fait exactement ce qu'ils voulaient par rapport à leurs règles. Dans les fichiers de règles qu'ils avaient dans la skills, il manquait quelque chose qui était de dire « je veux un fichier SQL par table ». On a juste rajouté, quand tu crées les scripts, tu crées un fichier SQL par table. On avait tout effacé pour montrer que ça fonctionnait. On a relancé la skills, on s'est retrouvé avec un fichier SQL par table avec le nom de la table, etc.
C'est vraiment comme ça qu'il faut travailler. Ça vit tout au long de votre projet, tout au long de vos évolutions de règles et de la façon de travailler. Alors, j'ai lancé plusieurs choses. Ça, c'est VS Code, vous le reconnaissez. Je ne vais pas vous montrer IntelliJ, c'est à peu près pareil. Et à la rigueur, vous allez voir pourquoi ce n'est pas très important pour moi, l'outil. Ce qui va être intéressant, c'est que si vous avez besoin de débugger un petit peu ce qui se passe, notamment par rapport à vos instructions ou des choses comme ça, vous allez pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc moi, hop, quand je travaille, j'ai plus de fichiers ouverts. Je travaille généralement en mode plein écran. Mais là, je ne vais pas le faire en mode plein écran parce que je vais vous montrer quelque chose de particulier. Je vais lui dire, alors moi à la maison, je suis tout seul et je travaille comme ça. Hop, j'essaye de travailler comme ça. Peux-tu trouver toutes les tables et me lister les tables à partir du fichier? Donc je lui demande quelque chose. Point important, alors je n'ai pas fait, mais je suis en mode GPT 5 mini. Généralement, je vais monter pour que tout le monde voit bien. Généralement, je suis en mode auto. Et j'ai accès à plein de modèles. Généralement, je vais plutôt me mettre en mode auto, qui va choisir parmi les modèles-là, qui ne va pas aller dans de l'opus directement, etc. Donc là, il est en train d'analyser. Si je veux savoir ce qui se passe au niveau de l'agent, et c'est là à peu près le seul moment où j'utilise beaucoup VS Code, c'est que je vais aller dans la partie debug des agents, qui va me permettre de voir plein d'informations sur les tokens utilisés, etc. Moi, je m'en fous des tokens, ce que je regarde, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai peu de possibilités de modifier cette partie-là, mais ça coûte 1 centime. Est-ce que 1 centime, pour la tâche que je fais, ça paraît à peu près potable ou pas? Si généralement, je fais la même chose avec un modèle Opus, ça va être 20 centimes. Là, je vais me dire, ouais, pour avoir listé la table, 20 centimes, c'est beaucoup trop cher. Alors, je pourrais m'amuser à essayer d'optimiser les tokens, mais le plus simple, c'est de changer de modèle. Et avant d'optimiser les tokens et de faire etc., apprenez à bien faire du context engineering, ça va être beaucoup plus efficace. Et parmi les choses qui sont intéressantes, ici, c'est que vous allez pouvoir voir dans le flow quels sont tous vos outils utilisés et où sont les tokens. Et vous allez vous apercevoir que quelquefois, vous avez trop d'outils qui sont loadés, trop de serveurs MCP, des skills, des instructions, qui gonflent votre contexte. Ce qu'on va voir ici. C'est-à-dire qu'il y a plein de façons de le voir. Ici, on va voir quelle est la taille du contexte. C'est très important de surveiller ça. Et je dis en copilote, mais c'est vrai pour tous les autres outils. Ne vous amusez pas à comparer, oh, je vais lancer Copilot, je vais lancer Claude, je vais lancer Codex et je vais regarder combien de tokens ça prend pour la même tâche, parce que ça veut strictement rien dire. Si vous voulez faire ça, vous le faites sur une semaine ou deux sur vos tâches au quotidien. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est quel est le contexte que vous allez avoir quand vous commencez à bosser. Ce que je vais faire là, c'est que j'ai pris PetClinic, je l'avais ouvert dans VS Code, et comme je vous dis que je ne travaille pas avec VS Code, on va travailler avec Copilot dans la CLI. Hop. Vous voyez quand même ou pas? Non, je ne sais même plus comment on change le thème là-dessus. Donc, Copilot YOLO, je donne tous les droits dans mon workspace en cours sur mon agent, sur la CLI. Si j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin et de configurer une sandbox pour... Non, on ne voit rien en fait. Est-ce que vous voyez les couleurs quelque part? Je n'arrive pas à le voir, j'ai pas la... Ah, je sais comment je vais faire. Hop, non, non, c'est pas grave. Hop, ça y est, c'est réglé. Problème réglé. Oui, j'utilise VS Code, je vous ai menti. Donc je suis sur cette partie-là et qu'est-ce que j'ai... Oui. Donc en fait, si j'ai besoin de contrôler un petit peu... Alors je vais activer le sandboxing. Moi je ne l'utilise pas sur ma machine actuellement, mais je vais pouvoir lui dire sur quel site je veux aller, comment ou pas, directement sur cette sandbox. Pourquoi moi je ne l'active pas par défaut? C'est que si j'efface ma machine, c'est pas grave. J'ai rien dessus de super critique. Je ne vais pas lancer des commandes avancées sur de la prod, ma prod de site web, en utilisant l'agent sans le vérifier. Donc s'il casse quelque chose, c'est pas grave.
Et d'ailleurs, mais ça c'est mon choix, hein, d'accord? Si je regarde mon serveur MCP, dans la liste que j'ai, par exemple sur le serveur MCP, j'en ai très peu pour éviter justement de ne pas d'avoir à contrôler trop de choses. Ça, c'est pour accéder, et vous voyez, désactiver là. Ça, c'est pour accéder à Office 365 pour gérer mes agendas, mes emails, etc. depuis Copilot. Ça, c'est des utilisations internes, et je dois avoir, ben non, je ne l'ai plus. J'ai aussi tout l'accès à notre Salesforce et compagnie quand je veux faire des rapports. Les autres, vous voyez, GitHub, là, il est en read-only. Donc, c'est pas grave, il ne se passera pas de trucs super critiques. Quand j'accède dans l'écriture, dans la CLI, il va utiliser la commande GH ou la commande Git, mais pas le serveur MCP. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à GitHub Copilot, Fleet. Donc ça, Fleet, c'est pour lui dire de travailler en parallèle sur plusieurs tâches. Est-ce que tu peux créer un nouveau repo intégral Kleber Nior privé, mais également commencer à faire l'initialisation de mon environnement d'IA. VS Code, tac, tac, tac. Donc en fait, ce que moi je vais lui faire, s'il me répond, bon, alors je vais continuer, remplace l'origine par le nouveau repository que j'ai créé. Pourquoi il met du temps comme ça? Remplace l'origine par, vous comprenez pourquoi j'utilise la voix, hein, par le nouveau repo et pousse le code. Et pousse le code et lance init avec opus. Alors là, c'est juste parce que je ne pense pas à ce que je veux faire. Donc là, en fait, ce que Copilot va faire, je suis en mode auto, donc il a choisi, en bas je suis en mode auto, il a choisi ce modèle-là pour faire cette tâche-là. On va avoir assez rapidement plusieurs tâches qui vont partir. Et le problème dans lequel je me trouve aujourd'hui quand je fais ça, c'est que, donc là on va avoir plusieurs tâches qui vont avoir lieu. Ah zut, voilà, j'ai activé la sandbox. Donc vous voyez, comme j'ai ma sandbox, il n'est pas autorisé à utiliser les commandes si je ne lui dis pas d'utiliser les commandes. Donc il ne fait pas ce que je veux. C'est pas grave, on va le laisser. Est-ce que j'ai pas testé si je pouvais le faire en direct? Hop, retry, ok. Le truc, c'est qu'assez rapidement, quand vous allez commencer à travailler comme ça, si j'ai besoin de faire une autre fonctionnalité, je vais créer une nouvelle session. Une nouvelle session, ça pourrait être un nouveau chat ici, ça peut être une nouvelle fenêtre, ou ça peut être ici, créer une nouvelle session dans le même environnement, et lui dire en mode plan, est-ce que tu peux me faire un plan pour ajouter une table pour gérer les médicaments, les API REST pour l'afficher et la partie UI? Pose-moi des questions pour clarifier tous les modèles et les API, et où est-ce que ça doit se positionner dans l'interface homme-machine. Ah là 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 là, je vais trop vite. C'est bizarre ça d'ailleurs. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'était ça. C'est qu'en fait, au bout du compte, maintenant, je me retrouve avec deux sessions. Dans sa session qui est ici, il va y avoir plusieurs modèles qui tournent, j'ai mon IA, etc. Donc ça devient très compliqué de travailler dans ce contexte-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait la GitHub App, la GitHub Copilot App. La GitHub Copilot App, c'est juste une application native qui a une fonctionnalité qui est très importante. C'est que vous voyez GitHub, si vous êtes sur GitHub, vous allez voir toutes vos PR, toutes vos issues, et vous avez un truc extraordinaire. C'est que comme maintenant on passe du temps à attendre pour les agents, bah, vous pouvez jouer. D'accord? Donc je marque des points, je suis content, etc. C'est la fonctionnalité la plus avancée de l'application. La partie qui va être intéressante, c'est que ici, j'ai tous mes repos. Alors moi, je les ai déjà installés. Je vois les différentes tâches. Et quand vous travaillez sur vos projets, si vous commencez à faire de la planification d'un côté, de l'implémentation de l'autre, comment vous gérez vos branches aujourd'hui? Si vous devez modifier une partie de l'application, modifier une autre partie de l'application.
les gens qui connaissent bien Git font des worktrees. Moi, avant, je ne cherchais pas à faire deux choses sur la même branche. En tout cas, sur le même moment, je n'étais pas capable intellectuellement de le faire. Donc, je n'ai jamais eu besoin des worktrees avant l'arrivée des agents. Et j'ai d'ailleurs découvert l'arrivée de la fonctionnalité worktree par les agents, qui va être une copie de votre branche dans un endroit particulier, qui va être lié, qui va être mergé de la même façon. Donc là, par exemple, si je prends un projet dans lequel je suis, j'ai fait un petit projet ici qui est, si on regarde, c'est un projet que j'ai créé pour mon site de planche à voile. En fait, quand je vous dis que je développe, ce que je fais, c'est que je maintiens ce site web qui est un petit peu le Strava, donc je fais en étant très prétentieux, le Strava de la planche à voile. J'analyse des traces GPS, j'extrais des données comme ça. Et dernièrement, j'ai rajouté une fonctionnalité qui était par rapport à une compétition qu'on a fait dans le sud de la France. C'est la capacité à prendre les traces GPS et avoir un replay pour savoir qui est le plus rapide et à quel moment on se fait doubler par les pros, etc. Vous voyez, donc là, on voit les riders qui vont partir sur la course. Donc ça, je l'ai entièrement codé avec GitHub Copilot. Et quand j'ai besoin de rajouter des fonctionnalités, je prends le repo, je bosse. Donc ce repo, il est là. Donc c'est celui-là. Donc par exemple, je suis en train de travailler sur différentes choses. J'ai besoin d'une nouvelle tâche, je veux tester. Je suis ici, je clique, je teste. Tout mon environnement d'exécution des agents, des branches, etc. est visible ici. C'est-à-dire que là, il va me lancer l'application. Donc vous voyez, il l'a lancé dans le terminal. Il l'a lancé ici. Maintenant, je peux débugger ici. J'ai le browser intégré pour aller choisir comment je vais choisir cette partie-là si je veux partir sur ce bouton. Je mets mon contexte ici si j'ai besoin de modifier quelque chose. Donc là, on est sur la branche actuelle. Alors, je dis la branche, on est sur un worktree particulier. Supposez que je veux rajouter 3 fonctionnalités différentes et je veux le faire en parallèle. Je vais démarrer une nouvelle session ici. Je fais plus. Hop. Alors, ce qui est fatigant avec l'IA, c'est qu'on a des releases tous les jours. Donc, il faut mettre à jour VS Code une fois par semaine, la CLI tous les jours, l'application. Vous voyez, j'ai fait un plus, j'ai créé une nouvelle session et il me demande où est-ce que je veux le mettre. Moi, je fais toujours des worktrees maintenant. Et je fais toujours des worktrees à partir de la branche principale. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je merge tout le temps, je n'ai pas besoin de faire des feature branches à droite à gauche. Et là, je vais lui dire, est-ce que tu peux me créer 3 sessions? Une session pour ajouter un dark mode sur la partie et un light mode sur la partie UI. Une deuxième session pour me permettre de cacher la trace lorsqu'elle est exécutée en mode replay ou de l'afficher, et je veux que tu mettes ça dans la partie settings. Et une troisième session pour lorsque j'ai les initiales du rider, lorsque je clique dessus, je veux le nom et le prénom et la vitesse. Et je veux que tu rajoutes bien des tests pour toutes ces fonctionnalités. Il a fait tous ces choses. Alors là, maintenant, il parle en anglais, c'est de mieux en mieux. Light mode, mode on light. Alors, je vais corriger. Bon, je vais le faire à la main parce que dark mode, OK, dark, light. Light, c'est pas très efficace ma façon de travailler, mais c'est pas grave. Ça se rattrape après. Toujours en mode auto, d'accord? Faites attention à ne pas garder le opus. Hide, trace, when playing. Put that in settings. And when showing rider initial, show name on speed, on click. Là, ce n'est pas des grosses modifications, je n'ai pas besoin de faire un plan. Alors ça, c'est parce que j'ai l'habitude de travailler avec GitHub Copilot. Je sais quelle session va avoir besoin de travailler avec un plan. Donc là, en fait, si par contre, à l'inverse, je prends mon projet sur lequel on était en train de travailler, parce que c'est ça qui va se passer, c'est que je le laisse bosser, on n'attend pas. Si on commence à attendre, on va perdre tout l'intérêt de la paralysation des tâches. Si je lui demande, est-ce que tu peux me rajouter un nouveau repo? Crée-moi un nouveau repo. Alors, je peux aller le chercher directement depuis GitHub. C'est ce que je fais la plupart du temps. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher dans la partie pet clinique. Hop. Et là, je vais démarrer une nouvelle session. Donc, on voit mes 2 sessions que j'ai lancées déjà. Et là, je crée une nouvelle session dans une branche, en mode plan.
On va dire que comme je veux un modèle un peu plus riche, je vais faire ça. Peux-tu m'aider à ajouter la gestion des médicaments en me proposant un schéma de base de données que je vais devoir revoir et modifier et me proposer les écrans à afficher et les API REST. OK. Donc là, je suis en mode plan parce qu'il va me poser des questions sur les différentes étapes. Le gros point qu'on a ici, là je vais mettre du son si on le voit, c'est que si on regarde où j'en suis, j'ai trop de... En fait, on voit toutes les... on va voir toutes les sessions qui tournent ici. Celle-là, je ne comprends pas pourquoi il m'en a fait qu'une. Ma démo est catastrophique. Et j'ai les autres qui sont au-dessus. Et en fait, moi, je laisse bosser Copilot de cette façon-là. Et si j'ai des besoins de questions très basiques, si j'ai besoin d'une question, je viens ici, je vais dans la partie Quick Chat, et je peux poser la question, hop, peux-tu m'expliquer la différence entre Podman et Docker, et m'expliquer dans quel cas je dois utiliser l'un, ou dans quel cas je dois utiliser l'autre. Bah, tu pourras me dire si tu es d'accord avec ça. Je sais que je dois utiliser Docker parce que je connais Philippe Charriat. Peux-tu me dire ce que tu connais sur Philippe? Donc, là, en fait, ça va vous permettre d'avoir des sessions, hein, quand vous avez besoin de faire des petites tâches, une petite intervention. Et vous voyez, je ne bouge pas de cet environnement. Mais si j'ai besoin d'aller voir le code, vous avez besoin d'avoir une instruction en particulier, bah, je suis en train de travailler sur le planning. Vous voyez, donc là, il va me poser des questions. Est-ce que je veux un catalogue plus prescription? Non, catalogue uniquement. Continue. Il va continuer de me poser des questions. Si je veux aller voir quelque chose dans le code, ben soit je vais ouvrir le terminal ici, ou je peux, si vraiment j'ai besoin de VS Code, je vais aller dans VS Code. Et on va regarder l'endroit où je suis dans mon... Allez, voilà. Si on regarde l'endroit où je suis, en fait, je suis dans mes worktrees. C'est-à-dire qu'il travaille tout seul dans son coin, dans l'environnement où il crée tout seul les worktrees automatiquement. Ce qui me permet de ne pas avoir de conflit. Alors quand je dis ça me permet de ne pas avoir de conflit, c'est pas vrai. À un moment donné, il y aura des conflits. Mais moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un conflit à gérer. Pourquoi? Parce que quand je commence à bosser avec mes branches, là je vous montre une autre façon de travailler avec GitHub Copilot, c'est que ici, donc vous voyez, ça c'est quand j'interroge mon calendrier. Et là, hop, si je vais ici, je suis sur quoi? Non, là je suis en train d'écrire une appli. Voilà. Donc là, je vais aller sur une session où je suis lié à une pull request. Vous voyez, alors vous ne le voyez pas bien, ici, on a la pull request numéro 344. Si j'ai besoin de... alors, je vais aller dans VS Code une fois de plus. Vous me forcez à utiliser VS Code. Voilà, Sandbox. Donc, je vais aller dans mon terminal ici, je vais aller dans GitHub Copilot, et là, dès que vous êtes sur une branche qu'il y a une pull request, elle vous le dit, je suis sur cette branche, je suis sur cette pull request. Je peux interagir avec la pull request de plusieurs façons. Soit par tabulation, je vais avoir accès en haut à toutes mes issues, à toutes mes pull requests si j'ai besoin. Alors, quand on est dans l'application desktop, on n'a pas besoin de le faire, ça. Mais là, par exemple, je suis sur cette pull request, je veux la revoir ou je veux fixer des conflits. Bah, je peux faire PR ici, view. Donc, on va me donner des informations sur ce qu'il y a à la PR, il y a tout qui tourne. Si j'ai vraiment besoin de regarder, de fixer des choses, bah, je vais pouvoir à chaque fois aller lui dire est-ce que tu vas fixer le feedback? En fait, c'est toute la revue qui va avoir lieu, les commentaires. Il va vous proposer des fixes. Conflit, c'est gérer la conflit. CI, c'est quand vos actions plantent. Et en fait, moi, quand je bosse, je fais le all. En fait, je le laisse bosser. Il va aller jusqu'au fixe de ça et m'expliquer ce qu'il a fait. Comme de toute façon, à chaque fois, il travaille avec des commits, je peux toujours récupérer ce dont j'ai besoin. Et si j'ai besoin de faire une revue compliquée, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, bah, je peux faire un fleet ici.
fait une revue de code avec 2 modèles, Gemini et Opus, pour vérifier s'il y a du code de qualité. Mais ce que j'aimerais, c'est que tu me listes la revue sans modifier mon code, et surtout me lister tous les composants qui ont été rajoutés à l'application. Donc là, il va travailler en parallèle et faire ces choses-là. Parmi les choses qui... En fait, moi, je passe maintenant énormément de temps dans cette appli. C'est là où je passe le plus de temps. Quand on travaille comme ça, vous voyez, moi, j'ai mon plan, et ce qu'on va regarder ensemble, c'est le plan. D'accord? Donc, je suis sur le plan pour rajouter des tables. Tant que vos prompts que vous écrivez à la main ne sont pas comme ça, utilisez le mode plan. D'accord? Si vous écrivez des prompts comme ça, c'est bien. Tant qu'ils ne sont pas comme ça, restez avec un mode plan. Ça ne coûte pas très cher de faire un plan. Si je prends cette séance, cette session, elle m'a coûté 57 centimes. Pour 57 centimes, vous avez un plan qui est très précis. Si vous avez une spec qui est moyenne de votre product owner, vous le passez en mode plan, il va vous donner un plan très précis. Vous le revoyez, vous le corrigez. Et ce qui est important, ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est qu'il a analysé un existant, il va décrire ce qu'il veut faire, et il va aussi décrire les fichiers qu'il va modifier. Alors, je ne vais pas avoir beaucoup de fichiers qui vont être modifiés parce que je n'ai pas grand-chose. Parce que ça veut dire que quand il va l'exécuter, il va directement aller à ces endroits-là, il ne va pas s'amuser à rechercher, donc il ne va pas perdre de temps, il ne va pas perdre de crédit, il ne va pas perdre de token. Et une fois que vous avez ça, si on regarde en bas, là, je peux faire un approve et implémenter. En fait, l'autopilote, il va boucler jusqu'à la fin, en fait. Il va implémenter, tester, et on a une fonctionnalité particulière dans GitHub Copilot qui s'appelle RubberDuck. C'est que quand il a un doute, il va revoir son travail automatiquement avec un autre modèle. Pour comme ça, il fait un petit peu au moment pour dire ah, tiens, j'ai un doute, là, je ne suis pas très content. Je vais regarder ce qui s'est passé, donner du feedback, corriger. Comme je suis en autopilote, il va aller jusqu'à la fin. Et là, après, on va pouvoir faire la revue. Et ce qui va être important, c'est après d'avoir des bons tests. Donc, quand vous bossez avec de l'IA, des bons plans en entrée, d'une bonne architecture qui a été décrite, pour être certain, parce que ce qui se passe au milieu, maintenant, on n'a pas besoin de trop le regarder. Modernisation d'application, les dettes techniques. Prenez un exemple quelquefois, parce qu'il faut tenter sur vos projets ça. Vous prenez un vieux service qui a une dette technique qui est énorme que vous n'osez plus toucher. Au lieu d'essayer de le tweaker, d'upgrader à la dernière version de Spring, de Java, etc., faites-le réécrire de zéro. Ça sera plus efficace. Moi, je vais vous montrer 2 choses. Alors, je ne sais pas où il en est dans l'implémentation. OK, donc ça, il est en train de faire le fixe. Hop. On va regarder quelque chose. Je ne sais pas du tout où il en est, je ne sais pas s'il a fini. J'ai demandé à Copilot de m'analyser le programme de DevQuest et de me faire une application desktop avec une base locale et supporter l'anglais-français. Je ne sais pas où il me l'a mis. Là, c'est une application native, ce n'est pas du web. Et je n'ai pas touché une seule ligne de code. Je lui ai demandé d'écrire des tests, j'ai fait une pyramide de tests, 30% unitaire, 40% d'intégration, 20% de tests end-to-end sur cette partie-là. Et je vais vous montrer la session que j'ai faite, d'accord? Parce que ça va être plus simple, ça va être plus impressionnant si je vous montre. Ah zut, je l'ai tué. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un share, gist, session. Ah, il va peut-être pas avoir terminé. Parce qu'il est encore en train de bosser. Hein, là, Voilà mon prompt initial. Alors ça, cette écriture d'application complète, ça m'a coûté 22 $. De prendre le site web de DevQuest, d'écrire une application native avec une base de données SQLite, traduit en anglais-français, avec la gestion personnelle du menu. Alors, moi, je ne sais pas si c'est cher ou pas cher.
qu'il y a de certain, c'est que si je l'avais fait, déjà je ne l'aurais pas fait à la main parce que je ne vois pas l'intérêt de faire cette application. Mais surtout, c'est dans votre contexte d'application, dans votre contexte métier, est-ce que c'est intéressant? Et donc le prompt que je lui ai demandé, c'est est-ce que tu peux analyser en mode plan avec Opus 4.8, donc là j'ai pris un modèle qui coûte très cher. Est-ce que tu peux analyser le site web, et particulièrement le programme? Je veux que tu crées une application Tori, je veux que tu fasses du français-anglais, clac, 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 clac. Je lui ai demandé quelques informations, pyramide de test, UT, intégration. Ça c'est très, très, très important. C'est le seul moyen où vous allez pouvoir vous permettre de dire je ne touche pas au code. Si vous ne mettez pas ça et qu'il n'y a pas de user story, il ne faut pas faire confiance. Et il est parti à un moment et je lui ai demandé clarifie-moi les problèmes. Il m'a posé des questions. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'exécution et je vais vous montrer la session. Hop. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la session. C'est-à-dire que vous voyez, j'ai simplement dit à GitHub Copilot, tu prends ta session, tu bosses. On va voir mes prompts, les interactions qu'il y a eu, quels sont le raisonnement qu'il a eu. Il y a un endroit, il va chercher sur Internet, le raisonnement. Il va me poser des questions à un endroit et à la fin, il va me dire c'est bon, vas-y. Vous pouvez suivre exactement ce que vous voulez. Parmi les choses qui sont vraiment intéressantes quand on va bosser comme ça, c'est qu'en fait, on délègue énormément. Si vous avez une bonne spec et des bons tests, vous pouvez vraiment, vraiment faire confiance. Et ça, j'aurais pu le déléguer sur le cloud. En faisant un delegate comme ça, je peux envoyer une tâche sur le repo, parce qu'en fait, il m'a créé le repo. Normalement, je lui avais demandé... Comme je ne sais pas trop où il en est, je lui avais demandé de créer les issues pour les user stories. Donc il m'a créé le repo, il a poussé le code, il a fait l'intégration continue normalement, et il m'a transformé toutes mes user stories en issues. Alors ça ne sert plus à rien, d'accord? Pourquoi ça ne sert plus à rien? Parce qu'à quoi ça sert d'avoir des issues si elles sont déjà implémentées? Ce qui va être implémenté, ce qui va être important, c'est de connaître les tests que vous avez. Mais derrière chacun de ces user stories, des tests ont été écrits. Donc quand on vous dit qu'aujourd'hui on peut écrire des applications sans toucher au code, il faut le faire. Qui connaît Tori? Moi je ne le connaissais pas. J'ai découvert Tori parce que l'application desktop de GitHub, quand j'ai été voir dans le repo, c'est dit du Tori. Donc quand vous ne connaissez pas quelque chose, bah, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure avec avec Docker. Bah, vous allez ici et vous posez la question en quick chat. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre Tori et Electron et dans quel cas je dois utiliser l'un et dans quel cas je dois utiliser l'autre? Quels sont les avantages de chacune des solutions, et notamment quand je veux faire une application pour différentes machines, y compris des téléphones mobiles? À partir de ça, j'ai pu comprendre quelle était l'architecture. Donc j'ai commencé l'implémentation de mon application de planche à voile sur desktop et je me suis dit, plutôt que vous montrer l'application de planche à voile, je me dis je vais prendre le DevQuest. En fait, pourquoi il est choisi? C'est principalement, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du Rust en dessous pour communiquer avec le système et du JavaScript en front et la WebView pour faire la partie UI. Donc, en fait, c'est une application React qui communique avec du Rust qui communique avec le système. Donc, la SQL, la base de données, les accès bases de données, dans le cas que j'ai montré dans l'application DevQuest, sont faites par du Rust. Alors moi, je pourrais partir dans tous les sens. Et vous avez certaines démos ne fonctionnent pas, mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci pour ta braise. 2 questions. Tu balances plein de protos. Je serais curieux de combien t'en jettes à la poubelle de code qui a été produit. Et la deuxième, peut-être plus financière, tu as cramé combien depuis le début du mois? Alors, c'est probablement payé par ta boîte, mais... Alors, c'est payé par ma boîte. Et pendant qu'on fait ça, je vais lui demander, d'accord? On va lui demander ensemble. Est-ce que tu peux me faire un rapport HTML, CSS avec les différents modèles que j'ai utilisés sur les 30 derniers jours et le nombre de tokens que j'ai utilisés, et également le type d'application que j'ai modifié et le nombre de PR que j'ai fait? Et donc, il va aller dans la base de données locale. En fait, il y a deux parties. C'est-à-dire que quand je fais des démos avec vous, il y a 90% de ce que je fais part à la poubelle, parce que je fais des démos. Par contre, quand je travaille sur ce projet-là, qui est mon projet à moi, qui est vraiment très important, où actuellement, tu as le Window Viewer, là, ce que je t'ai fait, ça, il y a
80% des prompts que je fais, je les garde. Pas les prompts, mais le résultat, je le garde. Il n'y a que dans les démos que je perds. Et le projet sur lequel je bosse actuellement, qui est le plus compliqué, c'est celui-là, où je suis en train de bosser sur une grosse partie du code qui est en fait l'analyse des traces GPS, qui doit être très détaillée. Et en fait, tu vois, j'ai plein de tests. Et si on regarde le repo, en fait, j'ai plein de branches. À chaque fois, en gros, chacune des pull requests qui ont été mergées, donc tu vois, celle-là, c'est la seule que je n'ai pas gardée. Donc là, c'est mon vrai programme. Et tout ça, c'est l'application de cette partie-là. Ici, par exemple, j'avais un bug de qualité de données. C'est-à-dire que quand je faisais l'analyse de certaines données par rapport à ma valeur nominale, ça ne marchait pas. Je lui ai demandé analyse ces traces-là. Il y a 4 ou 5 fichiers GPS que j'utilise. Voilà les valeurs attendues. Explique-moi pourquoi la valeur est différente. Il m'explique. Et après, il me dit, est-ce que tu veux que je l'implémente? Je dis oui, implémente. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce que ton prompt est fini, du coup? Est-ce que Ton prompt, c'est terminé pour tes stats? Ah, je ne pense pas qu'il soit terminé encore. Et je l'ai mis où? Hop. Alors déjà, je ne le vois pas tourner là. Non, il n'est pas encore terminé. Non, celui-là, c'est Modification Planning. Hop. Voilà. Non, ça, c'est mes notes. Ça, c'est quand je fais... hop, rapport copilote. Non, il est encore dessus. Mais en gros, dans mon application au quotidien, quand je vais travailler, quand je travaille sur mes projets, on va oublier les démos, d'accord? Quand je travaille vraiment sur mon projet, je vais être entre 5-6 $ et 40 $ par jour. Ce qui est, Et le truc qui est particulier aussi dans la façon dont je bosse, c'est que quand je vais, tu vois, si j'ai une tâche qui est compliquée ou qui est longue, par exemple celle-là, je vais lui dire, alors déjà, ce que j'utilise tout le temps, si je suis comme ça, quand je fais des tâches compliquées, je suis en keep alive pour que ma machine ne se mette pas en veille. Parce que je peux faire un keep alive busy, mais en fait, moi, à la maison, parce que je bosse à la maison, je suis tout seul, je lui dis comme ça, donc là, ma machine ne va pas partir en veille, donc les agents continuent de tourner. Ce qui me permet, par exemple, si on regarde le projet j'ai besoin de savoir, quand j'irai déjeuner avec vous, quand est-ce que c'est terminé. En fait, je prends mon téléphone, je scanne, et ici, en fait, là, j'ai la session qui continue ici. Et ma routine du samedi matin, avant d'aller à la gym, je lance toujours un plan. Et quand j'arrive à la gym, je lui dis, tu l'implémentes. Et si vous regardez les gens de Claude, de Copilot, de Codex, etc., c'est comme ça qu'on travaille. On délègue énormément de tâches en remote, puisqu'en fait, on ne va pas attendre. Au lieu quand vous allez déjeuner, lancez une tâche. Alors oui, ça consomme du crédit. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que tu apportes à la société, au sens application. Si vous n'avez pas une urgence de créer des nouvelles fonctionnalités, d'améliorer la qualité, etc., il ne faut pas en consommer beaucoup. Si vous êtes dans un secteur où il y a de la compétition, où il faut innover tout le temps, dépenser 100, 200, 300 $ par mois pour un dev, ce n'est pas la catastrophe. Entre nous, les développeurs, ce n'est pas la catastrophe. Votre manager, il aura peut-être un avis différent. Moi, si je devais passer en freelance, demain, je n'ai plus de boulot, il faut que je passe en freelance, j'accepterais de dépenser jusqu'à 1000 $ par mois d'IA. 200, 300 $ sur Copilot et d'autres outils pour les images, pour du cloud, etc., etc. Moi, j'estime que si on a 2-3 clients en parallèle, 1000 $ par mois d'IA, ce n'est pas choquant. Puisqu'en fait, on fait un travail qui est beaucoup plus avancé. Le programme de test que j'ai là, celui qui est le parseur, alors est-ce qu'il a fini la partie rapport? Alors il n'a pas fini, ah si, il l'a fini. Hop. Tiens, je ne sais pas comment on l'ouvre. Hop, il doit être ici, je pense.
Alors, je vais pas avoir le. En fait, j'ai fait une bêtise parce que je vais pas avoir le prix parce que notre méthode de calcul est arrivée au 1er juin. Mais en gros, j'ai fait 740 millions de tokens en 30 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est plus ça qu'il faut regarder. Regardez les modèles que j'utilise le plus. La plupart, pour ceux qui font du copilote, qui utilisent Opus beaucoup? Ah, c'est bon, il n'y en a qu'un ou deux. En fait, le gros problème qu'on avait avec... Ah, c'est pas un gros problème, c'est les gens qui étaient sur copilote, jusqu'au 31 mai, il fallait vraiment utiliser Opus. C'était la meilleure plateforme pour faire du cloud. Parce que pour 24 centimes, vous pouviez lancer une requête sur Opus qui allait durer 6 heures si vous vouliez. Ça a changé, ça. Maintenant, on fait au token, on fait à l'usage. Donc moi, j'ai complètement changé mon utilisation. C'est-à-dire que vous voyez que les modèles que j'utilise ne sont plus les modèles Opus autant. Je ne vais les utiliser que sur des tâches qui sont vraiment avancées. Du debug, de la planification. Sur mon programme, c'est dommage, je ne l'ai pas gardé, il faudrait que je le retrouve. Quand j'ai des problèmes de perf sur mon parseur, je lui avais dit, quand j'ai des fichiers qui font plus de 10 mégas, c'est lent, est-ce que tu peux revoir le parsing du truc? Il a analysé, il m'a dit, non, tu n'as pas de problème de parsing, c'est très rapide. Ce qui est lent, c'est l'analyse d'une vitesse qui est en particulier, qu'on appelle l'alpha en planche à voile. C'est quand on fait un bord, on fait un empannage, donc on change de bord, et on part dans l'autre sens. Et en fait, ça s'appelle l'alpha 500 ou l'alpha 250. Et il y a plusieurs règles. Il faut faire 250, sortir 50, il faut qu'il y ait 50 mètres entre les deux. Et en fait, quand il faisait le calcul là, il prenait trop de points. Il faisait trop de calculs en windowing. Il m'a dit, voilà, je te propose un truc, c'est que chaque fois que je fais un changement de bord, je te fais une base de données temporaire, un cache temporaire pour faire les calculs. Et en fait, j'ai gagné 20% de perf simplement en faisant ça. Si j'avais dû l'optimiser moi-même, déjà, je pense qu'intellectuellement, je n'aurais pas été capable parce que je n'aurais pas été assez patient pour le faire, parce que c'est quand même un projet perso. Moi, ce n'est pas un truc qui me rapporte de l'argent. Et le faire comme ça, en fait, en plus, j'apprends plein de choses. Donc, c'est vraiment prendre. Mais votre point important, c'est faites attention à votre modèle et à votre contexte. Le temps est écoulé. Alors, est-ce que, au pire, on va prendre la question juste après ou pendant les pauses. Merci beaucoup, Tug, pour ta présentation. Et prochaine session à 11h10. Oui, c'est ça.